Bonjour mes chers amis, prenez une grande inspiration, fermez les yeux, juste un petit instant. Essayez de vous souvenir de cette odeur si particulière, celle de la craie fraîchement effacée, du cuir épais de votre cartable ou encore du parquet ciré de votre ancienne salle de classe. Vous y êtes? Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un voyage d'une douceur infinie. Nous allons retourner sur les bancs de l'école de notre enfance, dans la France des années 60, 70 et 80. Nous allons raviver ensemble 20 objets et rituels magnifiques que les générations d'aujourd'hui auraient bien du mal à imaginer. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière chose que nous évoquerons fera sans doute rejaillir en vous l'un des moments les plus émouvants et les plus précieux de vos jeunes années. Avant de plonger dans nos souvenirs, rappelons-nous l'atmosphère de cette époque bénie. Le temps, autrefois, semblait s'écouler avec une lenteur majestueuse. Il n'y avait pas cette urgence permanente, pas d'écran pour nous distraire ou nous presser. Les journées s'étiraient, rythmées par le simple son de la cloche en bronze de la cour de récréation. Nous savions attendre, nous savions écouter. On entend souvent dire aujourd'hui que nous avions moins de choses, mais c'est une profonde erreur. Notre vie n'était pas plus pauvre, elle était infiniment plus riche en sincérité et en chaleur humaine. Nos amitiés se forgeaient dans la boue de la cour, nos promesses se scellaient par un regard ou un échange de billes. Sans toutes ces technologies modernes, nous étions obligés de faire preuve d'imagination, de rêver et surtout de nous parler vraiment. Chaque objet que nous touchions à l'école avait une âme, une texture, une odeur, et c'est cette formidable richesse sensorielle que je souhaite réveiller dans vos cœurs aujourd'hui. Commençons notre voyage par un souvenir olfactif inoubliable, l'odeur de la colle Cléopâtre. Ce n'était pas seulement une simple fourniture scolaire, c'était une véritable expérience qui enchantait nos matinées. Rappelez-vous ce petit pot en plastique surmonté d'un capuchon orange. À l'intérieur, il y avait cette minuscule spatule en plastique intégrée. Dès que l'on dévissait le couvercle, une senteur absolue et enivrante d'amandes amères s'échappait, embaumant tout le pupitre. C'était une odeur si gourmande et si rassurante que beaucoup d'entre nous, avouons-le avec le sourire, ne pouvaient s'empêcher de glisser un peu de cette pâte blanche sur le bout de la langue. Le rituel était minutieux. Il fallait prélever la juste quantité avec la spatule et l'étaler délicatement derrière nos images. Parfois, la colle séchait sur nos doigts, formant une pellicule fine que nous prenions un plaisir fou à décoller pendant que le maître parlait. Cette colle ne fixait pas que du papier, elle a cimenté pour toujours la douceur de notre enfance. Et maintenant, souvenons-nous du frisson subtil des feuilles polycopiées à l'alcool. Bien avant les imprimantes silencieuses, il y avait la Ronéo. Quand le maître ou la maîtresse entrait dans la classe avec une pile de feuilles fraîchement imprimées pour une évaluation ou un exercice, un rituel silencieux unissait tous les élèves. Dès que la feuille violette atterrissait sur notre bureau, d'un mouvement instinctif et synchronisé, nous la portions tous à notre visage pour en humer le parfum. L'odeur d'alcool à brûler était piquante, enivrante, et le papier était encore légèrement froid et humide au toucher. La couleur de l'encre, ce violet profond et parfois un peu baveux, donnait à nos textes une allure presque magique. Ce parfum intense marquait le début de l'exercice. Il nous donnait du courage, il éveillait nos sens, avant même que nous n'ayons lu la première question. C'est une sensation que le papier glacé d'aujourd'hui ne pourra jamais reproduire. Abordons à présent l'art majestueux du stylo-plume et du papier buvard. Écrire dans les années 70 ou 80 était un acte d'une grande solennité. Nous étions si fiers le jour où nous avions enfin le droit d'abandonner le crayon de papier pour passer au stylo-plume. Que ce soit un modèle Waterman classique ou un autre, le grattement de la plume métallique sur le papier quadrillé produisait une douce mélodie studieuse. Mais avec cette noblesse venait le risque constant des taches d'encre bleue sur les doigts et sur le cahier. C'est là qu'intervenait notre fidèle compagnon, le papier buvard. Ce petit carton épais et poreux, souvent offert et décoré de publicités pour des assurances ou du chocolat, buvait magiquement l'encre fraîche. Nous l'appuyions délicatement sur la page avec le plat de la main. Les buvards devenaient de véritables œuvres d'art abstraites, couverts de mots inversés et de taches d'encre, qui témoignaient de nos efforts pour avoir la plus belle écriture possible. Laissons notre esprit s'attarder sur le poids et la noblesse de nos cartables en cuir. Le matin, en partant pour l'école, nous portions sur nos épaules de véritables petites malles, souvent en cuir épais avec leurs deux grandes sangles et leurs boucles métalliques brillantes qui cliquetaient à chaque pas. Ces cartables étaient de fait pour durer toute une scolarité. Ils pesaient une tonne chargée de livres, de cahiers et de notre trousse. Lorsqu'il pleuvait les matins d'automne, le cuir mouillé dégageait une odeur forte, animale et authentique, qui se mêlait à l'air froid de la cour. Certains d'entre nous avaient les fameux cartables de la marque Tanz, avec leur couture robuste. Nous inscrivions notre nom sur la petite étiquette cartonnée glissée dans une fenêtre en plastique.
Ce cartable n'était pas un simple accessoire de mode jetable comme aujourd'hui, c'était un véritable coffre-fort qui gardait tous nos trésors de petit écolier avec une fidélité inébranlable. Il est impossible d'oublier la solennité du grand tableau noir et de ses craies. Aujourd'hui, les tableaux sont blancs ou numériques, froids et lisses. Mais notre tableau, c'était un monument. Noir ou vert foncé, il trônait au centre de la classe. Le maître y écrivait avec des craies blanches ou de couleur, produisant ce son sec et rythmé qui imposait instantanément le silence. Parfois, la craie crissait atrocement, nous faisant tous frissonner de la tête aux pieds. Le véritable honneur, la récompense ultime, c'était d'être désigné pour aller effacer le tableau ou taper les brosses. Nous sortions dans la cour ou à la fenêtre et nous frappions les deux gros tampons de feutre l'un contre l'autre. Un nuage magique de poussière blanche s'envolait dans la lumière du soleil. Nous rentrions en classe les mains couvertes de poudre, fiers d'avoir accompli cette tâche si importante pour le bon déroulement de la journée. Et que dire de l'estrade en bois de notre maître d'école ? C'était une petite marche, d'à peine une vingtaine de centimètres de haut, mais elle représentait un monde de différence. Sur cette estrade reposait le grand bureau du maître, souvent ciré, imposant le respect et l'autorité naturelle. Lorsque le maître faisait les 100 pas sur cette plateforme en bois, le plancher craquait sous son poids, annonçant son approche lors des devoirs sur table. Cette petite élévation ne créait pas de la peur, mais un profond respect. Elle symbolisait la transmission du savoir. Le maître était notre guide, et depuis son estrade, il veillait sur nous, voyant chaque petit papier qui circulait ou chaque tentative de bavardage. Nous le regardions avec admiration et une pointe d'appréhension saine. Cette architecture de la classe, si simple et si respectueuse des rôles de chacun, créait un cadre où nous nous sentions en sécurité pour grandir. Poursuivons avec un système monétaire qui avait bien plus de valeur à nos yeux que l'argent. Je veux parler des bons points et des images. C'était l'économie du mérite par excellence. À chaque belle récitation, à chaque dictée sans faute, ou simplement pour un comportement exemplaire, le maître nous distribuait un bon point. C'était un petit carré de carton très modeste, souvent de couleur terne, mais que nous rangions précieusement dans une petite enveloppe ou une boîte d'allumettes vide. Le rituel était immuable, 10 bons points donnaient droit à une petite image, et 10 petites images permettaient d'obtenir la grande image. Ces images représentaient des animaux exotiques, des paysages lointains ou des fables de La Fontaine. Nous les contemplions le soir à la maison en montrant fièrement notre récolte à nos parents. Ce système si simple nous apprenait la patience, la valeur du travail et le bonheur de l'effort récompensé sans qu'aucun écran ne vienne nous féliciter artificiellement. Parlons d'un moment crucial de la journée, le rituel du goûter traditionnel. Vers 16h30, lorsque la cloche sonnait la fin des cours, une faim de loup nous tiraillait. Dans les années 60 et 70, il n'y avait pas de barres chocolatées emballées individuellement dans du plastique brillant, ni de gâteaux industriels ultra transformés. Notre goûter était d'une simplicité merveilleuse. Nos mères ou nos grands-mères nous attendaient sans avec un grand morceau de pain frais. Souvent, une baguette croustillante fendue en deux. À l'intérieur, elles y glissaient 1 ou 2 carrés de chocolat noir, parfois du chocolat poulain, ou bien une belle couche de beurre demi-sel et de la confiture maison. Nous mangions ce pain avec un appétit féroce en rentrant à pied, le chocolat fondait doucement dans la mie tiède. C'était un goût authentique, rustique, qui nous redonnait de l'énergie pour courir jouer avec nos amis jusqu'à ce que le soleil se couche et que les lampadaires s'allument. Tournons notre regard vers les murs de notre classe où pendaient les inoubliables cartes de géographie Vidal-Lablache, imprimées sur un carton épais et accrochées par 2 œillets métalliques au-dessus du tableau. Elles étaient notre fenêtre sur le monde. D'un côté, la France physique avec ses montagnes en marron foncé, ses plaines d'un vert éclatant et ses fleuves bleus qui semblaient être des veines. De l'autre, la France politique découpée en départements pastels de toutes les couleurs. Le maître utilisait une grande règle en bois comme baguette magique pour nous montrer la Garonne, le Massif central ou la préfecture de notre département. Nous passions des heures, pendant que nous étions censés écouter, à rêver devant ces noms de villes lointaines, à tracer des itinéraires imaginaires du bout des yeux. Ces cartes avaient des couleurs douces, un charme désuet, et elles nous apprenaient notre pays avec une élégance visuelle que les projections numériques n'ont jamais su égaler. Et maintenant, souvenons-nous de la frénésie qui s'emparait de la cour de récréation, le jeu de billes. C'était notre véritable bourse d'échange, notre passion du printemps. Dès que les beaux jours revenaient, les poches de nos pantalons devenaient lourdes et bruyantes. Nous avions nos calots, nos agates, nos billes en terre cuite et nos billes œil de chat, si précieuses, avec leurs spirales de couleurs figées dans le verre. On jouait à la poursuite ou au pot dans la poussière de la cour. Nous étions accroupis, le genou sur le sol rugueux, plissant les yeux pour viser, l'ongle du pouce claquait contre le verre et le bruit sec de 2 billes qui s'entrechoquent résonnait comme une victoire.
Parfois, nous perdions nos plus belles pièces et nous rentrions la gorge nouée, mais le lendemain, nous y retournions avec le même espoir. Nos pantalons étaient troués aux genoux, nos mains couvertes de terre, mais nous étions les rois d'un monde où la valeur se mesurait en sphères de verre coloré. Rappelons-nous aussi de notre vêtement de travail à tous, la fameuse blouse d'écolier. Que l'on soit un garçon ou une fille, le port de la blouse a longtemps été une tradition respectée. Souvent grise, bleue ou à petites carreaux, elle se boutonnait sur le devant ou dans le dos. Nos mères nous faisaient porter cela pour protéger nos beaux vêtements de l'encre, de la peinture et de la terre de la cour de récréation. Elle avait de grandes poches, c'était d'ailleurs son plus grand avantage. Ces poches devenaient des réserves de trésors, on y trouvait des billes, des bouts de craie volés, des marrons ramassés en automne, ou un mouchoir en tissu brodé à nos initiales. La blouse gommait aussi les différences sociales entre nous. Dans la classe, nous étions tous à la même enseigne. Tous de petits travailleurs de l'écriture et des mathématiques, unis par ce même tablier de coton qui finissait l'année bien usé et souvent taché de façon indélébile. Pendant que les garçons jouaient aux billes, un autre rythme enchantait l'autre côté de la cour, le jeu de l'élastique et la corde à sauter. Les filles, et parfois quelques garçons audacieux, étiraient un long élastique de mercerie entre leurs chevilles. Le jeu demandait une agilité spectaculaire. Il fallait sauter dedans, dehors, croiser l'élastique en récitant des comptines saccadées dont le sens nous échappe un peu aujourd'hui, mais dont le rythme est gravé dans notre tête. Et puis, il y avait la grande corde à sauter, épaisse et lourde, tournée par 2 élèves. Nous devions entrer au bon moment, sauter en cadence et sortir sans faire trébucher la corde. Le son régulier de la corde frappant le goudron, accompagné des chants et des rires, formait la bande-son de notre enfance. C'était une joie physique, un apprentissage de l'équilibre et de la camaraderie, où la seule chose dont nous avions besoin était un bout de corde et le souffle de nos poumons. Ouvrons maintenant notre trousse, souvent une trousse en cuir cylindrique, pour en sortir des outils qui nous sembleraient bien dangereux aujourd'hui. Je pense à nos règles en bois massif et surtout à notre compas en métal. Le compas n'avait rien des objets sécurisés en plastique coloré d'aujourd'hui. C'était un véritable instrument de géométrie, lourd, froid, avec une pointe d'acier extrêmement affûtée. Nous nous en servions pour tracer des rosaces parfaites qui remplissaient des pages entières de nos cahiers de brouillon. Mais nous l'utilisions aussi en cachette pour graver nos initiales ou des petits dessins profondément dans le bois de nos règles ou sur la tranche de notre pupitre. La trousse était un arsenal, chaque objet avait un poids, une texture. Tailler ses crayons de bois au-dessus de la poubelle, nettoyer sa gomme en la frottant contre son pantalon, c'était un des petits gestes de concentration qui ponctuaient la journée et nous apaisaient. Plongeons nos mains sur cet ouvrage monumental qui pesait si lourd dans nos petits deux bras, le dictionnaire Le Petit Larousse illustré. Il trônait souvent au fond de la classe ou dans la bibliothèque familiale. Ce gros livre carré et épais avait une odeur merveilleuse de papier fin et d'encre imprimée. Lorsque l'on cherchait un mot, on faisait défiler les pages sous notre pouce avec un petit bruit sec. Mais le véritable trésor du dictionnaire, c'était son cœur. Ces fameuses pages roses situées au beau milieu du livre, elles contenaient les expressions latines et les locutions célèbres. Nous adorions lire ces phrases mystérieuses qui nous donnaient l'impression d'apprendre une langue magique. Et puis, il y avait les planches illustrées, les différentes races de chiens, les drapeaux des pays du monde entier, les champignons toxiques. Ce n'était pas une recherche rapide sur Internet, c'était une véritable expédition géographique et linguistique au bout de nos doigts. Abordons un chapitre fondamental de notre éducation, l'apprentissage exigeant de l'écriture cursive. Dans nos cahiers du jour, la rigueur était de mise. Les pages avaient des lignes bleues pour l'écriture et une implacable marge rouge tracée à gauche qu'il ne fallait franchir sous aucun prétexte. L'objectif était de former des lettres rondes, parfaitement attachées, avec des boucles régulières pour les L et les F. L'épaisseur des traits de plume devait être maîtrisée. Si la page devenait un champ de bataille de ratures ou de taches, le maître arrachait parfois la feuille sans la moindre hésitation et il fallait tout recommencer depuis le début. Le cœur gros, mais la main plus appliquée. Cette discipline nous apprenait que l'effort minutieux porte ses fruits. Avoir un cahier propre, souligner la date en rouge avec une règle, c'était une immense fierté. C'était le respect du travail bien fait, une valeur qui structurait notre esprit pour la vie entière. Et maintenant, souvenons-nous des froides matinées d'hiver et de la chaleur réconfortante du poêle ou des gros radiateurs en fonte. Avant le chauffage central moderne et invisible, les classes des années 60 et 70 étaient chauffées par de lourds radiateurs qui faisaient un bruit caractéristique, un cliquetis métallique régulier, comme si l'eau bouillante tapait contre les parois de fonte. Lorsqu'il neigeait ou qu'il pleuvait à verse, nous arrivions en classe frigorifiée. Le premier rituel consistait à nous agglutiner autour de ce radiateur miraculeux.
Nous y déposions nos moufles en laine, nos écharpes et parfois même nos bonnets mouillés. Au bout de quelques minutes, une odeur très particulière de laine humide et chaude commençait à se répandre dans la pièce. C'était l'odeur du réconfort absolu. Cette chaleur radiante nous dégelait les doigts avant que nous ne reprenions nos plumes, et ce vieux radiateur devenait le cœur battant et bienveillant de la classe. Rappelons-nous aussi d'une initiative marquante pour notre génération, la distribution du lait à l'école. Initiée dans les années 50 par Pierre Mendès France, cette pratique a perduré longtemps pour beaucoup d'entre nous. À l'heure de la récréation ou en milieu de matinée, on nous distribuait une petite bouteille en verre de lait ou un berlingot. Il fallait boire ce lait pour grandir, pour être fort, disait-on. Parfois, en hiver, le lait était conservé près des radiateurs et il était légèrement tiède, ce qui réchauffait nos corps d'enfants. L'ouverture des bouteilles résonnait dans la classe et nous avions tous de petites moustaches blanches sur la lèvre supérieure après avoir bu. Ce geste quotidien bienveillant visait à garantir la santé de tous les enfants de France sans aucune distinction. C'est un souvenir gustatif profond qui rappelle une époque où l'institution scolaire prenait soin de notre santé avec une touchante simplicité. Évoquons un aspect moins drôle mais ô combien mémorable, les punitions traditionnelles. Si le fameux bonnet d'âne avait presque disparu à notre époque, d'autres sanctions rythmaient la vie de la classe. Il y avait le piquet, le maître d'une voix tonnante nous disait d'aller au coin. Nous devions rester debout, le visage tourné vers l'intersection des deux murs, interdiction stricte de nous retourner. Nous regardions les aspérités de la peinture, comptant les minutes, le dos lourd sous le regard silencieux de nos camarades. Et puis, il y avait la punition ultime à la maison, les lignes à copier. 100 fois, voire 200 fois, nous devions écrire de notre plus belle plume « Je ne dois pas bavarder pendant la leçon d'histoire ». Notre main nous faisait mal, la crampe de l'écrivain s'installait, mais au moins, nous retenions la leçon. Ces punitions, bien qu'ennuyeuses, posèrent des limites claires et sécurisantes qui nous aidaient à comprendre le vivre ensemble. Penchons-nous sur un autre compagnon de tous les jours, le classique cahier de texte. Bien avant les applications en ligne et les agendas électroniques où les parents peuvent vérifier nos devoirs à distance, nous avions ce petit cahier rectangulaire. Souvent doté de petits onglets pour séparer les jours de la semaine, du lundi au samedi à l'époque, il était le pont entre l'école et la maison. À la fin de chaque journée, dans un silence religieux, nous y recopions les devoirs écrits au tableau. Le cahier finissait l'année dans un état pitoyable. Les coins des pages étaient de cornets, la couverture en carton souple s'effilochait. Parfois, nous y glissions des mots secrets échangés avec notre voisin de table. C'était à nous, et à nous seuls, de prendre la responsabilité d'ouvrir ce cahier le soir venu, de l'installer sur la table de la cuisine pendant que notre mère préparait le dîner et de réciter nos poésies avec le cahier de textes ouvert devant nous. Enfin, terminons ce voyage par l'événement le plus solennel et le plus redouté de l'année, la mythique photo de classe. C'était un jour exceptionnel. Le matin même, nos mères s'étaient acharnées à nous coiffer, tirant sur nos cheveux pour que la raie soit parfaite, nous obligeant à porter un col roulé qui piquait ou une chemise trop raide. Le photographe installait son énorme trépied dans la cour ou sous le préau. Les grands étaient là placés au fond, debout sur des bancs, les moyens au milieu, et les petits s'asseyaient en tailleur au premier rang. Juste derrière, la petite ardoise où l'année scolaire était inscrite à la craie. Il fallait sourire à la commande sans bouger d'un cil. Le flash crépitait, immortalisant à tout jamais ce groupe d'enfants. Aujourd'hui, en regardant ces clichés aux couleurs un peu passées de Kodak, nous revoyons nos sourires à trous, nos coupes au bol et nos cols en pointe. C'est l'image figée d'une enfance insouciante, un instant suspendu pour l'éternité. Mes amis, le temps s'est écoulé, emportant avec lui le parfum de la Ronéo et le tintement joyeux de nos billes. Mais en y repensant aujourd'hui, nous comprenons que ce ne sont pas seulement ces objets qui nous manquent. Ce dont nous avons la nostalgie, c'est de l'innocence de cette époque. C'est ce sentiment incroyable d'avoir eu tout le temps du monde devant nous et d'être connectés aux autres, non pas par des câbles invisibles, mais par des regards, des rires et des jeux de cours d'école. Merci du fond du cœur d'avoir fait ce doux voyage dans le passé avec moi aujourd'hui. Si cette vidéo a fait naître un sourire ou une petite larme au coin de vos yeux, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et laisser un beau pouce en l'air. Et avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une question. Parmi toutes ces choses que nous avons évoquées, laquelle vous manque le plus aujourd'hui ? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos magnifiques histoires. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un nouveau voyage dans nos plus beaux souvenirs.